C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, 8 conseillers municipaux de Kandi, ayant récemment quitté le parti FCBE pour rejoindre les démocrates, ont été démis de leurs fonctions ce mercredi à la suite d'un vote de défiance au sein du conseil communal. Cette éviction fait suite à le changement d'allégeance politique. Vous suivez dans ce journal la réaction du chef du 3e arrondissement. En visite à Paris, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé devant un parterre de chefs d'entreprise français sa volonté de relancer et de renforcer la coopération entre le Sénégal et la France. Et puis, la Russie a prolongé ce mercredi l'interdiction d'exporter de l'essence jusqu'au 31 octobre 2025. À nouveau, bonsoir. On prend la direction de Kandi lors d'une séance extraordinaire tenue ce mercredi. 8 conseillers communaux ont été révoqués de leurs fonctions. Reconnus comme des figures importantes de la commune, ils avaient récemment quitté le parti FCBE pour rejoindre les démocrates. Dans la rubrique Invité du journal, Valentin Ajiboucha s'entretient avec le chef du 3e arrondissement de Kandi. Écoutons cet échange. Amis téléspectateurs, bienvenue dans cette rubrique Invité du journal qui reçoit à chaud le chef du 3e arrondissement de Kandi. Il fait partie des démissionnaires de la commune de Kandi, mais aussi des gens qui ont été destitués pour faire donc de transhumance. Nous allons lui donner la parole. Monsieur Moustapha Imoro, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. À chaud, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Kandi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'occasion que vous nous offrez pour nous prononcer sur vos plateaux par rapport à cette actualité. Je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, remercier et saluer vos téléspectateurs et auditeurs et vous remercier pour le travail que vous abattez pour permettre quand même qu'il y ait l'information. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Kandi? À Kandi, nous étions allés aux élections en 2020, aux élections communales, sous la bannière des forces Koripou Mbéné émergents. Alors, en son temps, nous avons eu, je crois, 18 conseillers sur 29, si j'ai bonne mémoire, 18 ou 19 sur 29. Alors, chemin faisant, nous avons constaté que le parti Les Forces Koripou Mbéné émergents était un parti qui se rapprochait trop de la mouvance, ce qui contradisait nos valeurs. Parce que nous nous sommes dit, nous sommes opposés au système de la rupture, compte tenu de ce que nous avons vu par le passé, jusqu'en 2016, la manière dont le pays a été géré, et ce que nous voyons, nous nous sommes opposés. Et dès que nous avons constaté que les responsables du parti étaient en accointance avec le système en place, nous avons décidé de nous retirer du parti. Et nous leur avons notifié que la ligne que le parti est en train de prendre ne nous arrangeait pas et que pour cela, nous sommes en train de partir. Alors, nous sommes partis et nous avons adhéré, comment on appelle, au parti Les Démocrates, le parti de l'ancien président Yahya Bouni. C'est fini, c'est la débandade. Voilà. Et s'en est suivi et la destitution. Donc, ils nous ont destitués. C'était hier mercredi. Et qui vous a destitué? Voilà. Les responsables du parti l'Union progressiste et ceux de FCBE, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre la force Koripou Mbéné émergent, l'UP Renouveau et le Bloc républicain. Quand on dit qu'on vous a destitué, quelle est l'implication? Ça veut dire quoi? C'est ça, je suis en train de venir. Donc, les responsables de ces partis cités se sont réunis et ont réuni les conseillers et ont demandé à ce que nous qui avons adhéré au LD, que nous soyons destitués de nos postes respectifs. C'est alors un vote de défiance a été émis à notre égard, sous le regard de l'honorable Issa Salifou qui était dans la salle. Donc le vote s'est passé entre eux. Nous ne sommes pas allés dans la salle. Le temps de monter dans la salle, ils avaient déjà fini de sceller notre sort.
En réalité, c'est ce qui s'est passé hier. Alors, les responsables de l'Union progressiste de renouveau, Oui. du BR Oui. et des Foscori Oui. vous destituent. Comment ça s'explique? Bon, parce que ces 3 blocs aujourd'hui sont les blocs du chef de l'État, de la mouvance présidentielle. Donc, notre impact au niveau de la commune, de nos arrondissements respectifs, ça a déjà commencé par le faire peur. Donc, ils se disent que les indemnités que nous percevons, d'accord, pourraient nous permettre d'animer encore le terrain. Bon, vous savez, eux, la plupart d'entre eux, quand vous prenez l'honorable Salifou, c'est les gens qui sont motivés par les intérêts pékinaires. Donc, ils pensent que, de toute façon, eux, l'argent les motive, c'est comme ça, ça nous motive. Ils sont allés jusqu'à dire, le premier adjoint gagne 1 200 000, le chef d'arrondissement a gagné autour de 300 000. Donc, il faut les empêcher, vous les destituer, il faut les empêcher d'avoir ce montant. Nous sommes les enfants de pauvres. Nous avons grandi dans la pauvreté. Nous n'avons pas eu la chance qu'un président de la République, à moins de 40 ans, nous donne la gestion des filières, des véhicules d'occasion pour être immensement riches. Et donc, quand on nous coupe nos indemnités, qu'on nous enlève de nos postes de responsabilité, ça ne nous empêche pas de travailler pour la victoire prochaine, comme on appelle, du parti Les Démocrates. Parce que nous sommes à l'écoute de la population à la base. C'est de ça qu'il est question. Alors aujourd'hui, quelle est la suite? Non, mais la suite, elle est là, parce que ils ont fini de faire leur one-man show. Donc nous allons descendre au niveau de la population et leur rendre compte de ce qui s'est passé. Et nous continuons la lutte d'une manière féroce cette fois-ci. Parce que la guerre est déclarée. Voilà. La guerre des idées. Voilà. Alors, votre mot de fin, parce que là, cette entrevue tire à sa fin, votre mot de fin, si vous avez un appel à lancer, n'est-ce pas, à vos collègues, à tout le reste de l'équipe. Voilà. Je voudrais d'abord, une fois encore, vous remercier et vous féliciter pour la considération que vous avez portée pour nous et appeler à toute la population béninoise et celle de la première circonscription en particulier de faire très attention aux vendeurs d'illusions. Et pour finir, je voudrais dire aux responsables de la mouvance au niveau de la première circonscription d'écouter le cri de cœur des populations, d'être sérieux envers ces populations, pour au moins une fois, de cesser de salir les œuvres que le président Patrice Talon est en train de faire, d'écouter et de rendre compte au président Patrice Talon. Voilà, ce sera le mot de fin donc de CA3 de Kandi, M. Imorou Moustapha, que nous avons pris entre deux mouvements à Cotonou pour venir dire sur notre plateau ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, de cette destitution. Ils étaient là, ils voulaient entrer dans la salle, mais malheureusement, leur sort a été scellé. On attend donc de voir les voies de recours pour voir ce qui est faisable, ce que les tests prévoient en la matière. Restez connectés, Speedline TV, pour le meilleur de l'information. Merci à Valentin Ajibocha. Toujours à propos de la destitution des 8 conseillers communaux à Kandi, un analyste politique a livré son point de vue. Il est au micro de Romaric Dossa et Bernardin Bounbo. Je pense que cette nouvelle ne doit pas faire émoi parce que c'est une suite logique de leurs actes et c'est en totale connexion avec les dispositions de la charte des partis politiques. Et aujourd'hui, c'est un signal fort, plus qu'hier que, à l'aune du système partisan, nous ne devons pas choisir quelque chose et son contraire. Nous avons opté être élus sous la bannière d'une coloration politique. Et quand il y a des guéguerres, il y a des distorsions, des mécontentements, les partis ont des instances habilitées et compétentes à résoudre les divergences. Et il y a plusieurs voies de recours au sein des partis. Et je pense qu'il faut en avoir exploré les voies les plus ultimes avant de pouvoir maintenant aller à des possibles adhésions. Et nous qualifierons cela de clivage qui est comme ce qu'on était en train de refuser, la transhumance. C'est vrai, vous avez utilisé les moyens d'un parti
vous avez utilisé aussi les ressources humaines parce que il ne faut pas prétendre être élu pour dire on est seulement fils du terroir. Beaucoup d'activités, beaucoup d'engrenages ont fait de vous des élus. Quand bien même, vous êtes aussi dépositaire de votre terroir. Mais plusieurs autres paramètres entrent en ligne de compte pour l'élection, même soit-il un fils du terroir. Alors, je ne voudrais pas blâmer ou tirer à boulet roussue les tenants aboutissants. Ce qui est bien, c'est que une observance des dispositions de la charte des partis politiques est en train de suivre son cours. Il n'y a pas d'action sans réaction. Et ceux dont nous parlons, les concernés, ne pouvaient s'attendre à autre chose. Et quand vous allez parcourir la toile, je pense hier, à la sortie du vote de défiance, le PM a été clair que c'est une conséquence de fait, que tout le monde s'attendait à ce que, pour leur adhésion, il n'en serait pas autrement. Et il faut qu'on précise quelque chose pour éclairer l'opinion, pour éviter les désinformations et les désintoxications. Ce n'est pas parce que ces derniers seraient hués vers les démocrates qu'ils ont été sanctionnés. C'est ce que les gens tendent à faire croire à l'opinion, alors qu'il n'en est rien. La vérité, c'est que ce soit de part et d'autre. Quand vous observez cette posture, vous ne pouvez pas être d'une coloration élue et adhérer à une autre coloration dans la même régence au cours de la même mandature. Cela pose un problème de cohérence d'idéologie. Alors, qu'est-ce que les textes sont prévus? Les textes sont prévus quand même qu'on statue en même temps sur votre révocation. Mais la révocation n'annule pas la qualité du conseiller que la personne demeure. Aujourd'hui, il demeure encore des conseillers au sein du conseil communal de Kandi. Donc, c'est tout à comprendre que si on opère un choix, on doit pouvoir suivre les conséquences de voie. Et là, il n'y a pas encore de transgression de loi ou d'intimidation sous quelque nature. Il faut qu'on soit clair. Si on a prôné le système partisan, on ne doit pas prôner ce système-là en partie. On doit prôner ce système dans son intégralité et en toute intégrité. L'actualité hors de nos frontières à présent, le Sénégal entame une nouvelle dynamique dans ses relations internationales. En déplacement à Paris, le président Bassirou Diomaye Faye a d'abord rencontré Emmanuel Macron, puis s'est exprimé devant un groupe de dirigeants d'entreprises françaises. Il a réaffirmé sa volonté de redéfinir et dynamiser la coopération entre son pays et la France, suivant un extrait de ses propos. Avec le président Emmanuel Macron, nous avons convenu de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre nos deux pays. Sans cette ambition, nous ne pourrons rien réaliser ensemble. Et cette ambition ne pourra se réaliser qu'avec le secteur privé. Aux entrepreneurs français, je veux dire ceci. Le Sénégal vous offre un marché en expansion, une stabilité politique reconnue, un environnement juridique en pleine modernisation et des opportunités dans les secteurs stratégiques à fort potentiel. C'est le temps pour vous de jouer le jeu décisif et dans vos choix les plus éclairés, portez votre regard vers le Sénégal. Dans l'état de Zamfara, au nord-ouest du Nigeria, 2 personnes ont été tuées et plus d'une centaine, parmi lesquelles des femmes et des enfants, ont été enlevés par des hommes armés, rapporte l'agence Reuters. Face à la multiplication de ces attaques, les habitants redoutent une nouvelle vague de violence dans cette région, en proie à l'insécurité croissante. Le reportage.
2 personnes ont été tuées par des hommes armés au Nigeria, alors que plus de 100 autres, dont des femmes et des enfants, ont été enlevés dans l'état de Zamfara. L'information a été confirmée à Reuters par un élu local. Les habitants de la zone redoutent d'autres attaques des assaillants souvent désignés comme des bandits dans le pays d'Afrique de l'Ouest. La récurrence des attaques des groupes armés dans la région nourrit également cette appréhension. Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, est devenu en effet l'épicentre des exactions des bandes armées. Pour tenter d'inverser la tendance, les forces de défense du Nigeria ont été déployées dans la région depuis 2015. Elles sont soutenues par des forces d'autodéfense. Mi-août, au moins 100 bandits ont été tués dans cet état, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies. Mais la riposte de l'armée nigériane est encore jugée mitigée. En Ouganda, le mouvement national de résistance, parti au pouvoir, a désigné le président sortant Yoweri Museveni comme son candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Lors de la 4e conférence nationale du parti, plus de 23 000 délégués ont approuvé à l'unanimité la candidature du chef de l'État âgé de 80 ans pour un nouveau mandat couvrant la période de 2026 à 2031. Des partisans du mouvement de résistance nationale au pouvoir en Ouganda se sont rassemblés mercredi à Kampala à la faveur de la conférence nationale de leur formation politique. But de la rencontre, désigner Yoweri Kaguta Museveni comme le porte-étendard de leur mouvement à l'élection présidentielle du 12 janvier prochain. Je vous remercie de m'avoir à nouveau fait confiance. Pour être le président du NRM pour les années 2026, 2025 et 2031. Merci beaucoup. En juin déjà, le président sortant avait manifesté son intention de briguer sa propre succession. À l'approche de l'élection présidentielle, Museveni, âgé de 80 ans et au pouvoir depuis 2006, vante son bilan alors que ses détracteurs l'accusent d'avoir viré à l'autoritarisme. Le nonagénaire met en avant la paix, la sécurité et les résultats engrangés sur le plan économique pendant son long règne. Lorsque nous sommes arrivés, nous savions exactement ce qu'il fallait faire et c'est pourquoi l'économie de l'Ouganda s'est redressée. À l'heure où je vous parle, nous avons traversé 5 phases. En janvier, Museveni aura pour principal adversaire l'artiste Bobi Wine. L'opposition ougandaise a toujours dénoncé des fraudes électorales présumées lors des différents scrutins. La Russie a prolongé ce mercredi l'interdiction d'exporter de l'essence jusqu'au 31 octobre dans l'espoir de contenir la hausse des prix du carburant. Cette flambée est en partie attribuée aux attaques menées ces dernières semaines par l'Ukraine contre plusieurs raffineries. Initialement en vigueur du 28 juillet au 31 août, la mesure concernait aussi bien les producteurs que les non-producteurs. C'est après moi. La Russie a prolongé mercredi l'interdiction d'exporter de l'essence jusqu'au 31 octobre afin de faire baisser les prix du carburant. Ces derniers ont augmenté à la suite des attaques ukrainiennes contre les raffineries et d'autres infrastructures pétrolières ces dernières semaines, une situation qui a mis les stations-service à sec. En plus de la hausse des prix, les autorités ont recours au rationnement ou à l'arrêt pur et simple des ventes. Le gouvernement a donc décidé de prolonger jusqu'au 31 octobre l'interdiction d'exportation d'essence afin de stabiliser le marché intérieur. Les restrictions qui devaient être levées le 31 octobre sont imposées aux producteurs et aux non-producteurs. Le pays connaît des augmentations périodiques des prix de l'essence en raison des raffineries de pétrole ciblées par des attaques de drones par l'Ukraine et de l'augmentation de la demande, en particulier dans le secteur agricole.
La Russie est l'un des plus grands exportateurs d'énergie au monde. Elle produit plus de 40 millions de tonnes d'essence par an. Nous voilà donc à la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.